Nous partons à Prague à la rencontre des deux fondateurs de la rigueur mathématique moderne, Bolzano et Cauchy. Mais voyons, que faisaient-ils là-bas? Pour Bolzano, la question ne se pose pas. Il y était né, malgré ce que son nom d'origine italienne semble indiquer. À l'époque, le royaume de Bohême est sous la domination des Habsbourg d'Autriche. La jeunesse de Bolzano se déroule pendant la période révolutionnaire, puis napoléonienne. Vous souvenez-vous de ces noms à jamais gravés dans le marbre de la gloire nationale? Marengo, Austerlitz, Wagram et tant d'autres. Eh bien, à chaque fois, le perdant, c'était lui. François Ier, d'abord empereur du Saint-Empire romain germanique, puis empereur d'Autriche. 18 ans d'humiliations accumulées, jusqu'à se voir contraint de donner sa propre fille en mariage à Napoléon. Imaginez la masse de frustration que ce pauvre homme a dû ruminer. Alors, fatalement, les Lumières, les idées progressistes venues de France, la philosophie de Voltaire, François fait tout ce qu'il peut pour les bannir de son empire. En 1804, Bolzano achève des études dans deux disciplines, les mathématiques, avec une thèse de géométrie, et aussi la théologie, car il se sent une vocation de prêtre. Cela tombe bien, il y a justement deux chaires disponibles à l'université Charles de Prague, une en mathématiques, l'autre en sciences de la religion. Et ce n'était pas une bonne idée de nommer Bolzano sur la seconde. Elle avait été créée spécialement pour combattre la propagation de la philosophie des Lumières parmi les étudiants. Et dès sa conférence inaugurale, Bolzano proclame la nécessité d'une foi qui avance sur des bases rationnelles. Il y a pire. En tant que prêtre, il est aussi chargé de prononcer des discours édifiants les dimanches et jours fériés. Il refuse de suivre le manuel de religion écrit par l'aumônier de la cour et tient des propos séditieux sur la nécessité d'une société égalitaire, la séparation des pouvoirs religieux et politiques, le droit des Tchèques à l'émancipation, l'éducation sexuelle de la jeunesse, etc. Tout le contraire de ce qu'on attendait de lui. Le plus étonnant finalement est qu'il ait été maintenu à son poste aussi longtemps. Il ne sera révoqué qu'en 1819 avec interdiction de toute activité sur le territoire de l'Empire et interdiction de publier. Pendant 20 ans, il sera hébergé par un couple d'amis, Joseph et Anna Hoffmann, dans leur propriété au sud de Prague. Grâce à eux, il a pu se consacrer à l'écriture d'une œuvre immense, dont les mathématiques ne constituent qu'une petite partie, et qui ne sera publiée que plus d'un siècle après sa mort. C'est pendant cette période qu'il écrit à un ami: la nouvelle de la présence de Cauchy à Prague est très intéressante pour moi. C'est lui que j'estime le plus de tous les mathématiciens vivants, et je me sens le plus étroitement lié à lui. À son esprit inventif, je suis reconnaissant de quelques démonstrations les plus importantes. Je vous prie de le saluer de ma part et de lui dire que je me rendrai tout de suite à Prague pour faire sa connaissance, si je pouvais espérer, d'après ce que vous m'avez dit de ses occupations, que je le rencontrerai fin septembre. Par une autre lettre, beaucoup plus tardive, on sait que plusieurs rencontres entre Bolzano et Cauchy ont eu lieu entre 1833 et 1835. Ni l'un ni l'autre n'ont rapporté quoi que ce soit de leur discussion. Et c'est bien dommage. Paradoxalement, la présence de Cauchy à Prague était due, comme l'interdiction d'enseigner de Bolzano, à la politique réactionnaire du pouvoir autrichien. Mais les motivations étaient en quelque sorte inverses. En juillet 1830,
Les Trois Glorieuses, célébrées par Delacroix, avaient renversé le roi Charles X. Cauchy avait refusé de prêter serment à son successeur, Louis-Philippe, et s'était immédiatement exilé, comme son roi. Dans un premier temps, il avait été accueilli à bras ouverts à Turin par le roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert. Pendant ce temps, l'empereur d'Autriche François Ier s'était fait un devoir de mettre à la disposition du roi en exil Charles X le palais des rois de Bohême à Prague. De là, Charles X avait fait appel à Cauchy pour enseigner les mathématiques à son petit-fils. Et c'est que le petit-fils en question n'était pas n'importe qui, l'enfant du miracle, rien de moins. Son père, qui était l'héritier légitime du trône, avait été assassiné en 1820. Et vous le voyez ici avec sa mère, qu'il avait mise au monde 7 mois et demi après le décès de son père. Je ne vous raconte pas la suite de la carrière de cette dame, qui s'est montrée à la hauteur de bien d'autres exploits. Quand Cauchy est appelé à Prague, le duc de Bordeaux est un gamin de 13 ans, à qui l'on n'a guère donné comme éducation que la conscience de sa haute naissance et de l'importance de sa personne. Il est capricieux, arrogant, coléreux, bref, insupportable. Je voudrais tempérer l'impression que vont vous laisser les quelques souvenirs qui suivent. Je les ai tirés de ce livre, écrit par un des collègues de Cauchy. Lui n'est resté que 4 mois à la cour de Prague, et il en veut à Cauchy, dont il pense qu'il est de ceux qui ont intrigué pour son renvoi. On ne peut donc pas le considérer comme objectif, mais ce qu'il raconte a souvent le parfum de l'authentique. Ouah, après tout, pensez-en ce que vous voudrez. Le récit d'Opule sera accompagné de quelques vues touristiques du château de Prague, où les faits se sont déroulés entre septembre 1833 et février 1834. Parmi les personnages de mon intérieur, celui qui me gêna le plus dans mes principes d'éducation fut M. Cauchy. C'était un des savants distingués de l'époque, mais il ne possédait pas l'art d'enseigner. Et j'avais déjà été en mesure d'en juger à l'époque où il était professeur à l'école polytechnique et où je m'étais trouvé membre du conseil de perfectionnement de cette école. Il rebutait souvent ses élèves par des démonstrations si savantes et si compliquées qu'ils ne pouvaient les comprendre. Et le célèbre Laplace, qui faisait aussi partie du conseil, nous dit un jour que lui-même avait eu de la peine à les suivre. Ce qui inspirait du dégoût au prince pour les leçons de mathématiques, c'est que souvent il ne pouvait parvenir à les comprendre. Assistant un jour à la démonstration d'une des propositions les plus simples de la géométrie, je voyais le prince s'agiter, s'impatienter de ne pouvoir la saisir, et j'avoue que moi-même j'avais de la peine à suivre le professeur. Voulant éviter l'occasion d'un mouvement d'humeur que je voyais se préparer, j'interrompis M. Cauchy, et, ayant l'air de causer avec lui sans m'occuper du prince, je lui dis que je me rappelais une autre démonstration que je croyais plus simple. Et m'approchant alors du tableau, je la lui donnai. Le prince s'était retiré, mais en me voyant au tableau, il écouta. Et lorsque j'eus fini, il accourut vers nous. Oh, maintenant je la comprends très bien, me dit-il. Et en effet, il la répéta. C'était une leçon indirecte que je donnais à M. Cauchy, mais il était trop savant pour en profiter. Malgré les complaisances de M. Cauchy, ou plutôt à cause de ses complaisances, le jeune prince n'avait pas pour lui les égards qu'il lui devait comme professeur, et j'étais bien obligé de le défendre. Un jour, ayant entendu quelque bruit dans le cabinet d'études, j'y entre, et je vois le prince tenant M. Cauchy par le collet et le mettant à la porte. Et M. Cauchy se retirait en faisant des excuses et en demandant ce qu'il avait pu faire
pour déplaire à monseigneur. Les combats de boules de neige furent longtemps une des récréations favorites du prince, car il ne craignait ni le froid ni aucune intempérie de saison. Mais ce jeu donnait lieu quelquefois à de mauvais tours, surtout envers M. Cauchy. Un jour, le jeune prince, en rentrant de la promenade, avait conservé une boule de neige qu'il vint lui appliquer au milieu de la figure. Ce qui me força à lui adresser des reproches, que M. Cauchy cherchait toujours à atténuer. Il nous ferait presque de la peine. Écoutez-le dans une lettre ouverte qu'il a publiée avant de se rendre à Prague. Ce n'est pas seulement aux royalistes ni aux catholiques que je m'adresse, ce n'est pas seulement à ceux qui ont refusé de servir un pouvoir nouveau, à ceux qui sont restés fidèles à la religion de leur père. C'est encore à ceux-là même dont l'âme est agitée par des passions qu'ils ne croient pouvoir maîtriser, à ceux qui, séduits par des théories mensongères, ne parlent que de république et se sont armés contre les rois. Dieu est la vérité, telle sera ma devise. La vérité, tel doit être l'objet de nos désirs et de nos efforts. La vérité est l'arche salutaire qui peut recueillir la société prête à disparaître dans l'abîme. La vérité seule peut encore sauver l'Europe et le monde des fureurs de l'anarchie. Eh oui, il y a du Don Quichotte chez Cauchy, comme d'ailleurs probablement chez Bolzano. Et même s'ils étaient de bords idéologiques opposés, l'amour intransigeant de la vérité leur était sans doute commun. C'est au nom de cet amour de la vérité qu'ils ont, chacun de leur côté, contribué à donner à l'analyse mathématique les bases que nous lui connaissons. Nous allons prendre l'exemple du théorème des valeurs intermédiaires, qui est particulièrement significatif du changement qu'ils ont introduit. Dans plusieurs histoires d'algèbre, je vous parle de fausses positions. Et dans une de ces histoires, je m'étends plus longuement sur la double fausse position. J'avais pris pour exemple cette traduction française du Traité général des nombres et mesures de Nicolas Tartaglia, Brescian, grand mathématicien et prince des praticiens. Vous voyez le nom donné à la méthode depuis Fibonacci, espèce de El-Kataïm, ce qui traduit bien son origine arabe. J'aurais pu choisir n'importe quel traité d'algèbre, n'importe quelle arithmétique commerciale du XIIIe au XVIe siècle. La double fausse position y aurait occupé une place importante, celle d'une technique à la fois puissante et difficile à maîtriser. Je vous en rappelle le principe. Vous avez une équation à résoudre. Vous posez un premier nombre que vous savez faux, puis un second, également faux. La méthode consiste à retourner comme résultat une moyenne des deux fausses positions, pondérée par les deux erreurs. L'exemple suivant est extrait du livre majeur de Cardan, le grand rival de Tartaglia, Artis Magnae, les grands arts. C'est de ce livre dont sont tirées les solutions des équations du troisième et du quatrième degré. Le chapitre 30 est consacré à une méthode de résolution numérique que Cardan appelle la règle d'or. Soit à résoudre l'équation 1 carré carré et 3 cubes égale 100. Traduisez x4 plus 3x3 égale 100. Essayez 2 dans le membre de gauche, vous trouvez 40, soit une erreur de 60 par défaut. Essayez 3, vous trouvez 162, soit une erreur de 62 par excès. Il est évident pour Cardan, comme d'ailleurs pour tous ses prédécesseurs, qu'il y a forcément une solution entre 2 et 3. Le schéma de droite vous montre comment l'obtenir. Vous commencez par l'étape traditionnelle de fausse position. La moyenne de 2 et 3 pondérée par 62 et 60 donne 2 plus 31 sur 61.
Vous reportez dans l'équation et vous trouvez un peu moins de 87. Encore trop bas. Et là, Cardan explique comment itérer le procédé pour trouver une approximation de plus en plus précise de la solution. Ni l'algorithme d'approximation, ni le principe des valeurs intermédiaires ne sont véritablement des nouveautés du temps de Cardan. Le même genre de raisonnement était familier aux mathématiciens arabes plusieurs siècles auparavant. Mais personne ne songeait à justifier ce qui était perçu comme intuitivement évident. Regardez comment Euler énonce cette évidence dans son introduction à l'analyse des infiniment petits en 1748. Si une fonction entière grand Z, en faisant Z égale A, prend la valeur grand A, et en faisant Z égale B, prend la valeur grand B, en mettant à la place de Z des valeurs moyennes entre A et B, la fonction grand Z peut prendre toutes les valeurs moyennes qu'on voudra, entre grand A et grand B. Ceci est l'énoncé en italique. Pour Euler, une fonction entière est un polynôme, éventuellement infini. La justification au-dessous n'en est pas vraiment une, ce n'est qu'une paraphrase. Euler y dit que la fonction ne peut aller de grand A à grand B si ce n'est en passant par toutes les valeurs intermédiaires. Le premier à se poser le problème d'une démonstration est Lagrange. Voici le tout premier théorème de son mémoire de 1769 sur la résolution numérique des équations. Si l'on a une équation quelconque et que l'on trouve deux nombres tels qu'étant substitués successivement à la place de l'inconnu de cette équation, ils donnent deux résultats de signes contraires, l'équation aura nécessairement au moins une racine réelle, dont la valeur sera entre ces deux nombres. Ce théorème est connu depuis longtemps et l'on a coutume de le démontrer par la théorie des lignes courbes, c'est-à-dire en disant qu'une courbe qui va d'un côté à l'autre d'une droite doit couper la droite. Mais on peut aussi le démontrer directement par la théorie des équations. Vous voyez l'idée. En décomposant le polynôme en facteurs de degré 1, il faudra bien que un des facteurs au moins soit de signes différents sur les deux valeurs considérées. Donc les deux valeurs sont de chaque côté d'une des racines. Oui, et qu'est-ce qu'on fait s'il y a des racines complexes? Et comment démontre-t-on que la décomposition en facteurs existe? Lagrange doit bien se rendre compte que son argument est insuffisant, parce que dans sa leçon à l'école normale du si germinal en 3, il se fait plus précis. Il reprend l'argument de la courbe représentative, qui l'accompagne de la figure que vous voyez. Il dit: comme rien ne limite les valeurs de x, elles pourront être supposées infiniment grandes, tant positives que négatives, d'où il s'ensuit que la courbe aura un cours continu et simple, et qu'elle pourra s'étendre à l'infini de côté et d'autre de l'origine O. Il s'ensuit aussi de là que la courbe ne pourra passer d'un côté de l'axe à l'autre sans le couper. Et à ce stade, on peut se demander ce qu'est exactement un cours continu et simple. Mais Lagrange a un autre argument en réserve, dans lequel il précise sa notion intuitive de continuité. Comme il ne traite que d'équations polynomiales, il transforme f de x égale 0 en p de x égale q de x, où p et q sont deux polynômes à coefficients positifs, donc fonctions croissantes de x. Il est clair, dit-il, que ces quantités augmentent continuellement à mesure que x augmente, et qu'en faisant augmenter x par tous les degrés insensibles, elles augmenteront aussi par degrés insensibles, mais de manière que p augmentera plus que q, puisque de plus petite qu'elle était, elle devient la plus grande. Donc, il y aura nécessairement un terme entre les deux valeurs a et b, où p égalera q. Lagrange a bien perçu l'importance de la continuité,
qu'il traduit par ses degrés insensibles. Mais comme il n'est pas sûr d'avoir été compris, il ajoute un argument d'une autre nature. Comme deux mobiles qu'on suppose parcourir une même droite, et qui partant à la fois de deux points différents, arrivent en même temps à deux autres points, mais de manière que celui qui était d'abord en arrière se trouve ensuite plus avancé que l'autre, doivent nécessairement se rencontrer dans leur chemin. Vous partez derrière, vous arrivez devant, donc vous avez dû doubler. À moins de sauter par-dessus. Lagrange ne parle plus de continuité. Pourtant, son argument des deux mobiles devait convaincre, parce qu'il l'utilise à de nombreuses reprises. Son traité de la résolution numérique des équations de tous les degrés connaîtra plusieurs éditions successives qui toutes reprennent mot pour mot les deux mobiles qu'on suppose parcourir une même droite. Il n'y a pas que ce traité. Les deux manuels d'algèbre à succès du début du XIXe siècle sont ceux de Clairaut et Lacroix. Plusieurs éditions de chacun des deux reprennent l'argument des deux mobiles de Lagrange. Pourtant, on a la preuve que cet argument ne devait pas satisfaire tout le monde à l'époque. Cette preuve figure dans ce Mémoire sur les principes fondamentaux de la théorie générale des équations par M. Daniel Ancontre, professeur doyen de la faculté des sciences de Montpellier. La théorie générale des équations repose tout entière sur deux théorèmes dont la démonstration me paraît n'avoir pas encore été donnée d'une manière qui puisse être mise à la portée des commençants. Le premier de ces théorèmes est que, dans une équation à une seule inconnue x, si deux nombres a et b successivement substitués à x donnent des résultats de signes contraires, il y a nécessairement une racine réelle comprise entre a et b. Et puis le second théorème est le théorème fondamental de l'algèbre. Mais sur le théorème des valeurs intermédiaires, l'auteur prend toutes les précautions possibles pour ne pas donner l'impression qu'il critique l'immense Lagrange. Il commence par citer mot pour mot ses démonstrations. Puis il ajoute : cette démonstration me paraît très rigoureuse, et celle qu'on trouvera ci-après n'en est qu'une sorte de commentaire. Mais l'expérience m'a prouvé que les jeunes gens ont beaucoup de peine à la saisir telle qu'elle vient d'être présentée, qu'ils se font 1000 difficultés sur la comparaison de deux fonctions à deux mobiles, et qu'ils se plaignent surtout, avec quelque apparence de raison, de ce que la considération des quantités infiniment petites, qui leur est interdite dans une partie des mathématiques, est permise, et devient même en quelque sorte nécessaire dans celle-ci. Voyez-vous, je suis persuadé que l'enseignement de masse des mathématiques n'est pas étranger au mouvement de rigueur du début du XIXe siècle. Oh, cela ne peut pas être la seule cause. Ni Abel ni Bolzano n'ont jamais enseigné. Mais tout de même, ce qu'exprime l'auteur de cet article, c'est qu'il a été amené à préciser sa démonstration parce qu'il a été confronté aux questions de ses élèves. L'auteur le voici. Au moment de l'article, il enseigne les mathématiques à Montpellier, à la fois à la faculté des sciences et au lycée, dans ce que nous appellerions une classe préparatoire. Il a aussi enseigné les lettres classiques, le latin, le grec et surtout la théologie. Sont les Annales de Gergonne, un journal destiné aux enseignants, édité d'abord à Nîmes, ensuite à Montpellier, Ancontre n'aurait sans doute jamais publié sa démonstration. Pourtant, c'est à ma connaissance la première vraie démonstration du théorème des valeurs intermédiaires pour des équations polynomiales. Le lemme clé est le suivant. Il revient à démontrer la continuité d'une fonction polynôme. Évidemment, Ancontre n'a pas dégagé la notion de continuité sous forme générale, ce que feront Bolzano et Cauchy après lui. Mais tout de même,
l'énoncé et la justification sont parfaitement corrects. Si le polynôme vaut k au point A, il montre qu'il existe β tel que la valeur en A plus β soit comprise entre k et k plus h, h étant une quantité positive donnée qui peut être prise aussi petite qu'on voudra. Malheureusement, un détail manque encore. Encontre a bien démontré que pour tout h, il existe une valeur de x qui rend la différence p-q plus petite que h. Et il conclut: on peut donc trouver une racine réelle et positive de l'équation proposée, et cette racine est entre a et b. Et oui, mais la justification du donc, encadré en bleu, manque. Mais il est difficile de lui en tenir rigueur. Cauchy et même Bolzano admettront aussi après lui comme évidente cette propriété des réels, la complétude. L'article de Bolzano est paru 4 ans après celui d'Encontre. Démonstration purement analytique du théorème si entre deux valeurs quelconques qui donnent deux résultats de signes opposés se trouve au moins une racine réelle de l'équation. En 1817, Bolzano peut encore se présenter comme prêtre séculier, docteur de philosophie, professeur royal et impérial de sciences de la religion et membre titulaire de la Société royale des sciences à Prague. Il commence par une critique radicale des démonstrations précédentes. Dans la méthode de démonstration la plus courante, on s'appuie sur une vérité empruntée à la géométrie, à savoir que toute ligne continue à courbure simple dont les ordonnées sont d'abord positives puis négatives, ou inversement, doit nécessairement couper quelque part l'axe des abscisses en un point situé entre ces ordonnées. Il n'y a absolument rien à objecter ni contre la justesse ni contre l'évidence de ce théorème géométrique. Mais il est tout aussi manifeste qu'il y a là une faute intolérable contre la bonne méthode. Il faut rejeter de même la démonstration que certains ont établie à partir du concept de continuité d'une fonction en y faisant intervenir les concepts du temps et du mouvement. Les concepts de temps et de mouvement, et celui-ci encore plus, sont tout aussi étrangers aux mathématiques générales que le concept d'espace. Cela ne peut être mis en doute par personne. Comme on peut le voir en même temps, nous sommes loin de tenir les exemples et les applications pour des choses qui nuiraient à la perfection d'un exposé scientifique. Nous n'exigeons fermement que ceci. On ne proposera jamais des exemples en place des démonstrations. On ne fondera jamais l'essentiel de la déduction sur des expressions du langage employées improprement et sur les représentations secondaires qu'elles portent avec elles. Logiquement, un des premiers pas de Bolzano consiste à donner une définition rigoureuse de la continuité. Dans une explication correcte, on entend par l'expression une fonction f de x varie suivant la loi de continuité pour toute valeur de x située à l'intérieur ou à l'extérieur de certaines bornes, rien d'autre que ceci. Si x est une telle valeur quelconque, la différence f de x plus oméga moins f de x peut être rendue plus petite que toute grandeur donnée si l'on peut toujours prendre oméga aussi petit que l'on voudra. Bolzano a également dégagé la notion de suite de Cauchy. Théorème. Si dans une série de grandeurs, la différence entre le nème terme, fn de x, et tout terme ultérieur, fn plus r de x, aussi éloigné soit-il du nème, reste plus petite que toute grandeur donnée, si on a pris n suffisamment grand, alors il existe toujours une certaine grandeur constante et une seule, dont s'approchent toujours davantage les termes de cette série, et dont ils peuvent s'approcher d'aussi près que l'on voudra, lorsqu'on prolonge la série suffisamment loin.
Dans cet énoncé, Bolzano affirme qu'une suite de Cauchy possède une limite unique, mais il n'en donne pas de démonstration convaincante. C'est encore trop tôt. Mais puisqu'il est question de Cauchy, a-t-il démontré lui aussi le théorème des valeurs intermédiaires? Oui, et il l'a fait de manière particulièrement élégante. Cette démonstration figure vers la fin de son cours d'analyse de l'école polytechnique dans la note 3 sur la résolution numérique des équations. Cauchy part de deux valeurs, x0 et grand X, à distance h, dont les images sont de signes opposés. Il subdivise l'intervalle x0x en petit m sous-intervalles. Il observe alors que parmi ces sous-intervalles, l'un d'eux au moins a la même propriété que l'intervalle de départ, c'est-à-dire que les images de ces bornes sont de signes opposés. Il itère ensuite la construction. Il obtient ainsi deux suites, une croissante, l'autre décroissante, dont les distances terme à terme tendent vers zéro. Il en conclut que ces deux suites ont une limite commune, et modulo la complétude des réels qui n'est toujours pas explicitée. Que l'image de cette limite commune soit nulle découle alors de la continuité de la fonction. Il me semble qu'une démonstration aussi lumineuse, même le duc de Bordeaux aurait pu la comprendre, à condition que quelqu'un d'autre que Cauchy la lui explique, peut-être. En même temps, on se demande bien quelle utilité le duc de Bordeaux aurait bien pu avoir du théorème des valeurs intermédiaires. Mais peu importe, je vais vous dire, je suis soulagé. J'ai réussi à terminer une histoire sur le duc de Bordeaux sans citer une seule fois Pierre Desproges. Je suis fier de moi.